Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de Phuket, de ce qui se passe un peu à Phuket en réalité, parce que vous entendrez certainement des choses pas toujours positives dans les médias récemment concernant Phuket ou le tourisme en Thaïlande de manière générale. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste décomposer un tout petit peu ce qui s'est passé en Thaïlande avec vous, histoire de vous donner en fait simplement le point de vue de quelqu'un qui vit sur place, qui investit dans l'immobilier et qui donc forcément fait attention à tout ce qui se passe au tourisme et aussi parce que j'ai une société de gestion de location dans l'immobilier, donc je suis aussi très attentif par rapport à ce qui se passe en termes de revenus locatifs, de quels sont les clients qu'on a, de quels sont les problèmes qui sont liés à ça. Et je peux aussi comparer facilement Phuket et Samui parce que je suis présent dans les deux marchés. Donc ce que je pense, c'est qu'il y a un gros conflit d'intérêts entre les médias et les personnes qui cherchent des informations en ligne, parce que les médias cherchent naturellement à avoir le plus de vues possible pour que leur publicité ait un maximum de visibilité, et en ayant plus de visibilité pour leur publicité, facturer plus aux entreprises quand elles font de la promotion. Donc leur but, c'est simplement le putaclic, désolé pour la vulgarité. Et en revanche, les personnes qui recherchent des informations ont besoin d'informations précises. Alors ce qui se passe bien souvent, c'est que il se passe rien en fait, et que les médias en font tout un plat. Je vous donne un exemple simple, on me contacte extrêmement régulièrement pour me dire t'as eu une tempête, il y a des inondations, est-ce que ça va, t'es à Phuket, t'es ok? Et je regarde à l'extérieur de chez moi et ce que je vois, c'est qu'il fait beau temps, qu'il y a un petit courant d'air peut-être et 2-3 nuages qui se baladent dans le ciel et je comprends pas du tout de quoi on parle. En fait, il n'y a pas plus tard qu'il y a 5 ou 10 minutes, il y a un ami, David, avec qui on s'est connu grâce à YouTube et depuis on investit dans les mêmes projets immobiliers, mais il est actuellement en France, qui m'a demandé est-ce qu'il y a eu une tempête hier à Samui. Alors aujourd'hui on est le 22 juillet, hier c'était le 21. Je suis venu de Samui à Phuket hier en avion, donc s'il y avait une tempête, croyez-moi que je l'aurais ressenti. Je ne sais même pas de quoi on parle, je pense qu'il y a eu à un certain endroit une petite rafale qui a fait tomber 2 affiches publicitaires et ça c'était une bonne occasion pour les médias pour faire un maximum de bruit sur des conditions météorologiques extrêmes en Thaïlande. Donc sachez juste que faites attention avec ce que vous lisez dans les médias, bien souvent ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe ici sur place. Donc aujourd'hui j'aimerais juste faire le point en fait sur pas mal d'updates et de choses qui ont changé dans la politique, dans les lois thaïlandaises et dans le tourisme. Et j'aimerais parler de ça avec vous simplement pour que vous ayez le point de vue de quelqu'un sur place, d'honnête. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre quoi que ce soit, donc je ne suis pas en train d'essayer d'exagérer les choses. Je vais simplement vous dire comment ça se passe pour quelqu'un ici qui est sur place. Et notamment parce que j'ai une société de gestion et que donc j'ai une bonne visibilité sur ce qui se passe au niveau de la demande touristique, au niveau des locations, au niveau des personnes qui viennent ici en vacances. Et donc je vais vous partager quelque chose de plus réel que ce que vous recevrez dans les médias aujourd'hui. Donc déjà, une première information, il y a effectivement eu une baisse d'arrivée touristique en Thaïlande qui a été enregistrée en début d'année 2025 et en comparaison avec 2024. Avant 2024, les chiffres font pas trop de sens parce qu'ils sont affectés par le Covid. Donc avant ça, on compare à 2019. On est toujours sur une espèce de courbe de croissance, on va dire, assez linéaire et positive, mais évidemment, le Covid a fait un trou qu'on a récupéré après 2024 quand on a dépassé les chiffres de 2019. Maintenant, il y a une tendance un petit peu floue, on va dire, en 2025. Et en fait, beaucoup de personnes pensent qu'il y a une crise touristique, etc. La première chose qui est très importante de comprendre par rapport à ça, c'est que pour multiples raisons, il y a eu une grosse baisse de demande touristique de la part de la Chine, précisément 32% en moins par rapport à l'année précédente. Et ce qui est important aussi de comprendre par rapport à ça, c'est que ça ne veut pas dire que le marché de manière générale est en déclin et qu'il y a des problèmes à Phuket. Ça veut simplement dire qu'il y a moins de Chinois. Sauf que les Chinois sont un gros marché. Ils représentent des millions de personnes qui viennent chaque année en Thaïlande et que donc sur le chiffre total, ça affecte les arrivées effectivement vers la baisse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, l'Angleterre a enregistré plus 20% d'arrivées touristiques, la France a enregistré plus 22% d'arrivées touristiques, l'Italie plus 28%, il y a aussi eu 12% d'Américains en plus. Donc globalement, on voit une croissance éternelle de Phuket qui depuis à peu de choses près son existence en tant que zone touristique ne fait que de croître. Mais il y a eu effectivement un déclin chez les Chinois pour de multiples raisons. Et ça a affecté le chiffre global. Maintenant, si vous voulez savoir ce que j'en pense en tant que personne sur place qui fait du property management et qui donc ait aussi une visibilité sur ce qu'est le tourisme chinois, c'est pas quelque chose d'important en fait dans l'investissement immobilier de manière générale parce que les Chinois ont bien souvent tendance à voyager avec des agences qui organisent le voyage de A à Z et bien souvent se déplacer en groupe et loger dans des hôtels qui sont 100% chinois et détenus par des Chinois. Ce qui fait aussi que finalement, ils n'apportent pas beaucoup de valeur économique dans le marché thaï de manière générale puisqu'ils consomment des produits chinois même quand ils sont
en Thaïlande et qu'il travaille avec des agences touristiques chinoises qui organisent leurs voyages en Thaïlande. Donc en fait, il y a une espèce de distance qui est faite entre le Chinois qui vient en Thaïlande et qui fait que c'est finalement pas forcément économiquement le type de tourisme le plus intéressant pour les Thaïs. Donc là, je parle comme si j'étais un robot, mais évidemment, je suis en train de parler de chiffres, de finances et de comportement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une chute importante ou inquiétante par rapport aux arrivées touristiques, vu que on récupère derrière des touristes qui ont plus tendance à utiliser des produits locaux, vouloir manger local, consommer des nuits à l'hôtel ou des nuits dans des villas. Et ça, on le voit aussi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas inquiétant au niveau du tourisme quand on regarde les chiffres totaux. Je pense qu'on a simplement des touristes qui consomment plus et c'est pas du tout une mauvaise chose, bien au contraire pour l'économie thaïlandaise. Ensuite, il y a eu quelques phénomènes qui ont quand même freiné la croissance. Alors, on est toujours en croissance, mais la croissance est moins extrême qu'elle l'a été. On s'est habitué à avoir des chiffres exceptionnellement grands, on va dire, chaque année en comparaison avec l'année précédente. Il y a eu un tremblement de terre en mars 2025 à Bangkok, quand même de magnitude 7,7. Ce qui est très surprenant parce que Bangkok n'est pas une zone sujette à des risques de tremblement de terre, mais tout peut arriver, il y a toujours une faible chance et cette faible chance a été, on va dire, déclenchée en mars 2025 à Bangkok. Et c'est clair que ça n'a pas fait une bonne publicité à la Thaïlande de voir des tours à Bangkok qui se déplaçaient comme ça avec l'eau des piscines qui tombait en pleine ville. Donc forcément, ça a également créé de l'inquiétude, évidemment que ça a ralenti le tourisme, évidemment que ça a engendré toute une série d'annulations. Il y a aussi une vidéo d'un building en construction de 30 ou 35 étages qui s'est effondré à Bangkok. Et ça, j'aimerais juste toucher un mot par rapport à ça. Les buildings à Bangkok sont construits sous normes antisismiques. C'est des normes qui ont été mises en place en 2004 suite au tsunami à Phuket. Et ces normes-là permettent à un building largement d'être capable de résister à un tremblement de terre de magnitude de plus de 7. Et en fait, c'est pour ça qu'aucun de ces buildings n'est tombé et que tous ces buildings aujourd'hui sont de nouveau réutilisables et que les gens sont retournés vivre chez eux comme ils le faisaient avant. Et la raison pour laquelle il y a un building qui s'est effondré, on ne la sait pas exactement, mais ce qu'on sait, c'est que ce building n'était pas construit dans les normes, il était construit de manière illégale et qu'il y a certainement une histoire de corruption derrière. Il y a aussi toute une série de Chinois qui sont passés, on les a vus en vidéo courir, récupérer des documents dans le bureau de ce building effondré juste après que ce soit effondré. Et ça, c'est quelque chose de parfaitement curieux. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans les détails. Je parle français, heureusement, parce que j'ai pas envie de me faire des ennemis non plus si des personnes voient que je raconte ce genre de choses en ligne. Mais bref, c'était pas quelque chose de normal, c'était quelque chose d'absolument intolérable. Et je sais que les autorités sont dessus et j'espère qu'elles feront ce qu'ils doivent faire pour régler cette histoire parce que ça a terriblement endommagé l'image de Bangkok et la sécurité de Bangkok. Et aussi parce que c'est pas normal, simplement aucun building n'aurait dû s'effondrer. Le tremblement de terre n'était pas si risqué que ça, mais c'est clair que quand on voit des vidéos de buildings entiers qui s'effondrent, ça fait plus tellement envie de partir en vacances dans une destination touristique. Donc forcément, ça a eu un impact sur le tourisme depuis. Et il y a aussi eu une histoire comme quoi les vibrations ont été mesurées également dans la mer d'Andaman. En fait, là où est parti le tsunami en 2004, pour être précis. Alors le tsunami de 2004, c'était magnitude 9.2 ou 9.3. C'était un tremblement de terre extrême qui a envoyé une vague sur Phuket. Après, ce dont il faut aussi se rendre compte, c'est que bien que ça génère de la peur chez les gens, le tsunami de Phuket est le seul qui a été enregistré de l'histoire. C'était quelque chose d'extrêmement improbable. Il y a une probabilité de tsunami qui n'est même pas à 0,1% par an à Phuket, mais forcément, vu que c'est arrivé, ça fait peur à tout le monde. C'est un peu comme si demain vous voyez un avion qui s'écrase dans les news, peut-être que pendant les 2 prochains mois, quand vous prendrez l'avion, vous aurez peur, alors que statistiquement, ça ne change absolument rien. On sait qu'il y a un risque, même s'il est ultra minime. Et donc, c'est forcément quelque chose qui a été déclenché dans la tête des gens qui se sont aussi dit, tiens, c'est peut-être pas le bon moment pour aller à Phuket, vu que c'est en plein bord de la mer d'Andaman et qu'il y a déjà eu un tsunami, et que donc les gens perçoivent un risque de tsunami concret qu'ils ne perçoivent pas quand ils vont à Koh Samui, parce que Koh Samui est en plein dans le golfe de Thaïlande et que peu importe la taille du tsunami, ça n'arrivera pas jusqu'à là-bas, c'est impossible. La mer est très calme à Samui, donc Samui souffre moins, on va dire, de ses inquiétudes en ce moment. Ensuite, sujet politique sur lequel je vais pas m'attarder trop longtemps. En juin 2025, il y a eu un appel qui a fui entre la première ministre thaï et le président du Sénat cambodgien, où ils discutaient des tensions qui étaient liées à une zone à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande. On ne sait pas exactement à qui appartient cette zone, en tout cas c'est un sujet qui est débattu depuis des années et des années. Il y a eu pas mal de tensions à la frontière récemment, donc il y a eu des appels, des échanges, et la première ministre thaï a, entre guillemets, mal parlé de, je crois, un général ou d'un dirigeant de l'armée thaï,
L'appel est sorti, est devenu public, il y a eu beaucoup de manifestations, pacifistes comme toujours en Thaïlande, les manifestations sont pas méchantes. Je peux pas dire comme toujours, c'est pas vrai si on regarde ce qui se passe historiquement, mais en tout cas dans les dernières années, c'était des manifestations pacifistes. Et ces tensions ont vu le jour, ça est devenu public. La première ministre a été suspendue de sa fonction, ce qui fait que maintenant de nouveau on est dans une situation où on ne sait pas exactement qui est au gouvernement, quel gouvernement a été affaibli par cette situation. Il y a deux personnes qui remplacent la première ministre pour l'instant. Elle n'est pas encore officiellement renvoyée, elle est simplement suspendue. Et en fait, il y a des inquiétudes de coups d'État, parce que des coups d'État en Thaïlande, on en a eu énormément de la part de l'armée, on en a eu 12 précisément depuis 1932. Et les deux derniers étaient en 2006 et en 2012, et spécifiquement organisés contre des personnes, sauf erreur le père, de la première ministre actuelle, donc de la même famille. Donc les gens y voient aussi un risque. Alors bien sûr, c'est pas un risque qui affecte le tourisme, mais c'est un risque important, on va dire, au niveau des changements politiques. Ce qui fait que, voilà, un sujet de plus négatif dont on peut parler dans les news thaïlandaises en ce moment, qui forcément ralentit aussi un petit peu le tourisme, parce que les gens se diront simplement, tiens, tremblement de terre, tension politique, est-ce le moment parfait pour aller en Thaïlande? Peut-être pas cette année. Et voilà, c'est une fois de plus des choses qui en fait ne devraient pas affecter la décision de quelqu'un de parfaitement pragmatique, mais on est tous émotionnels et on est tous un peu biaisés quand on entend des histoires comme ça. Ça nous fait un petit peu peur. Et donc, on choisit peut-être une autre destination pour cette année en question. Ensuite, il y a un troisième sujet dont j'aimerais parler, c'est la légalisation du cannabis. C'est arrivé un peu après la fin du Covid. Et je pense que c'était dans une idée de booster le tourisme en Thaïlande, de réencourager les gens à venir et puis de leur donner plus de raisons de choisir la Thaïlande plutôt qu'un autre pays. Et en fait, l'impact que ça a eu n'était pas forcément très positif, parce que c'est pas forcément le tourisme que vous avez envie de voir. Quand vous avez du tourisme qui voyage uniquement pour fumer du cannabis. Une fois de plus, je peux vous partager mon retour d'expérience avec ma société de gestion, parce que j'ai bien vu la différence. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Phuket, il y a eu 1500 shops de cannabis qui sont ouverts, ce qui est quand même assez gigantesque, et ce qui prouve aussi qu'il y a une demande très très forte de consommation de cannabis. Et le problème, en tant que property manager, je peux vous raconter un peu ce que j'ai vu, c'est que on a de plus en plus de groupes de mecs qui viennent entre eux, uniquement des gars qui s'enferment dans les villas, qui fument à l'intérieur, qui respectent pas les règles, qui cassent des trucs, qui sont vraiment pas en fait le type de clientèle que vous avez envie d'avoir. Généralement, quand vous avez un groupe de personnes et qu'il y a des femmes à l'intérieur, ça rend tout le monde un peu plus raisonnable et un peu plus gentil. Quand vous avez des groupes de mecs à 100%, bien tendance à faire des dégâts, à pas vouloir assumer les problèmes qui viennent avec, à pas respecter les règles de la maison et à faire un peu n'importe quoi. On a pas mal subi de problèmes avec ça. D'ailleurs, j'ai même dû renoncer à certaines propriétés qu'on avait en gestion parce que c'était trop de lourdeur opérationnelle de gérer ces personnes-là. Et je pense que je suis de loin pas la seule personne à ressentir un peu ce problème. Et il y a pas mal de familles aussi, pourtant les familles c'est bien le tourisme que vous avez envie d'avoir, qui décident de changer de destination de tourisme pour l'année parce que ils ont entendu qu'il y avait des magasins de weed de partout et que les gens fumaient dans la rue et ils veulent pas que leurs enfants boivent ça, ce que je comprends parfaitement. C'est simplement que le fait d'avoir rendu le cannabis légal a été fait un peu trop rapidement et que ça manquait de régulation, et c'est ce que est en train de mettre maintenant le gouvernement en place, simplement pour enlever un peu tous ces problèmes qu'il y a autour du cannabis et le rendre plus discret. Donc déjà, il faut savoir que maintenant la vente de cannabis récréatif est devenue illégale, qu'il faut une ordonnance médicale pour avoir l'autorisation de fumer du cannabis et d'en acheter également, qu'il y a des zones spécifiques qui ont été mises au clair par rapport à où est-ce qu'on a le droit de fumer et où est-ce qu'on ne peut pas. Dans toutes les zones publiques, on ne peut pas fumer. Et que tout ça, en fait, est maintenant très contrôlé par la police. Avant, la police s'en foutait un peu. Vous pouviez fumer votre joint dans la rue parce que personne ne savait quelles étaient les règles autour du cannabis. Et maintenant, les règles sont claires, elles sont mises en application. Donc, il y a aussi un gros nettoyage qui est en train d'être fait par la police pour changer un peu la tendance en Thaïlande et surtout changer l'image de la Thaïlande. C'est pas une image qui date d'il y a très longtemps et c'est encore pas trop tard pour s'en débarrasser. Ensuite, pour arriver gentiment vers une conclusion, je pense qu'il n'y a rien dont on doit s'inquiéter de majeur. C'est une tendance court terme sur des événements qui sont dans le court terme. Et je pense qu'on s'est aussi trop habitué en Thaïlande et notamment à Phuket, tout particulièrement à Phuket, à voir des chiffres de croissance extrêmes, à augmenter ses prix chaque année de 10-15%, à voir les terrains prendre 20% de valeur chaque année, les prix exploser et à faire ça en fait chaque année depuis des décennies. Alors hormis le Covid qui met un peu les choses à part, on a eu l'habitude de voir ces croissances extrêmes tout le temps. Et quand une année on a une croissance qui est toujours une croissance, pas un déclin, mais un peu plus lente que d'habitude, tout le monde s'inquiète.
Et puis il y a aussi un autre phénomène, c'est que je peux vous dire en tant que personne qui est sur place, je vois bien les prix. Les prix il y a 2 ans et les prix d'aujourd'hui sont pratiquement le double. Vous verrez quand vous irez sur Bangtao par exemple que ce sera très difficile de trouver une villa de 3-4 chambres qui soit à moins de 20 millions de bahts. Je dirais que c'est le prix d'entrée dans cette zone et encore ce serait un prix pas cher. On tourne plutôt autour des 30 millions de bahts pour ce type de villa, ce qui est quand même un prix extrêmement élevé pour la Thaïlande. C'est difficile de trouver des prix aussi hauts, à part dans les zones centrales de Bangkok par exemple. Et les prix en fait ont atteint un plafond qui à mon avis est trop élevé. Il y a toujours des personnes qui achètent ça pour y aller y habiter ou pour déposer leur argent en Thaïlande simplement. Mais ça fait plus vraiment sens en fait en tant qu'investissement d'acheter une maison de 3 chambres à 30 millions de bahts. Parce que il faudrait la louer en tout cas 300-400 000 bahts par mois pour avoir vraiment une rentabilité intéressante et c'est quelque chose qui n'est pas possible. Il y a énormément de nouveaux biens immobiliers sur le marché, donc il y a aussi plus d'offres et il y a plus de concurrence au niveau de ce qui est disponible sur le marché, ce qui fait que c'est pas le bon moment non plus pour tirer des prix locatifs extrêmement hauts parce qu'il y a énormément de villas qui ont été terminées en 2024 et 2025. Il y a énormément de propriétaires qui sont maintenant à la recherche d'un locataire parce qu'ils viennent de terminer leur ameublement plutôt. Et donc, on se retrouve dans une situation où on peut pas forcément faire exploser nos revenus locatifs et pourtant les prix sont extrêmement hauts. Donc, qu'est-ce que ça indique? Ça indique que le marché a atteint pas une saturation, mais un plafond au niveau des prix et que les prix sont peut-être trop hauts pour que ce soit des investissements intéressants. Et ce que ça indique, c'est simplement si vous voulez un conseil par rapport à l'investissement à Phuket. Je ne vous dirai jamais que Phuket est un mauvais endroit pour investir, on est encore loin de là, mais je dirais simplement que acheter une villa de 3-4 chambres dans un promoteur connu avec un prix de 30 millions de bahts, je pense pas que ce soit un bon investissement. Faites-le si ça vous fait plaisir pour aller y habiter, d'accord, mais si vous cherchez la rentabilité, ce n'est pas ce que je ferais. En tant qu'investisseur en Thaïlande maintenant, ce que je recherche, moi, c'est plus faire du locatif à Samui parce que Samui, la demande locative est forte et qu'on peut acheter encore des biens immobiliers qui sont vraiment pas chers. Et à Phuket, investir dans des biens immobiliers à prix bas. Si vous êtes sur place ou que vous avez un réseau, vous trouverez toujours des prix extrêmement intéressants. Pas plus tard que hier, j'ai vu passer encore des biens immobiliers très sympas dans les 14-15 millions sur Bangtao. Les personnes qui achètent ça peuvent se faire une magnifique plus-value parce que le jour où vous revendez un bien immobilier qui est beau et bien meublé, autour des 20 millions sur Bangtao, vous le vendrez assez vite parce que vous serez beaucoup moins cher que le marché. Donc il y a des opportunités de flipping et des opportunités d'achat-revente qui sont extrêmement bonnes. Et bien sûr, quand vous trouvez un prix bas, le revenu locatif reste très intéressant. C'est juste qu'il y a plus de requins sur le marché, il y a plus de personnes qui sont attentives à tout ce qui se passe et donc c'est plus aussi facile qu'avant parce qu'il y a 2 ans, simplement on pouvait débarquer, aller chez le premier promoteur, recevoir une brochure avec des prix indécents et impensables aujourd'hui, et ensuite faire des rentabilités de 15 à 20% sans trop de difficultés, sans trop de réseau sur de la location à court terme. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Donc, si vous investissez à Phuket, cherchez vraiment à avoir un prix d'acquisition bas. Et c'est comme ça que vous pourrez continuer à faire des bonnes affaires. Et ensuite, j'aimerais dire encore un dernier mot par rapport à Phuket dans l'ensemble et dans le long terme. C'est une destination balnéaire connue depuis très longtemps. C'est une des premières destinations balnéaires au monde. C'est une île qui est magnifique, il y a des magnifiques plages, la culture thaï est exceptionnelle, les Thaïs sont très gentils, souriants, la nourriture est délicieuse, c'est des choses qu'on ne retrouve pas dans les pays voisins et je suis absolument persuadé avec toutes les infrastructures, le développement des infrastructures futures, les magnifiques projets qu'on voit se développer pour du tourisme, pour du bateau et j'en passe, toutes sortes d'infrastructures pour des développements futurs à Phuket. L'attitude qu'a la province de Phuket vis-à-vis des problèmes, par exemple problème cannabis, résolution immédiate. Quand il y a eu le Covid, résolution immédiate, Phuket était le premier pays à réouvrir les frontières, à faire un programme de sandbox. Vous veniez 7 jours à Phuket, vous faisiez 2 PCR et ensuite vous pouviez voyager librement en Thaïlande. C'était que à Phuket. Phuket a toujours eu une longueur d'avance sur tout le monde avec le tourisme, a toujours été très attentif à ce qui se passe, très attentif à ce que le marché demande et a toujours réagi extrêmement vite. Contrairement à Samui qui, malgré le fait que j'aime Samui plus que tout, est quand même un peu lente à la réaction des fois et un peu déconnectée parce que c'est une vraie île sans accès routier. Phuket, je veux juste vous dire que je n'ai absolument aucune inquiétude. Le marché est chaud. Je vois énormément de ventes, je vois énormément de demandes locatives. Phuket, ça n'est pas fini du tout, loin de là, et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est juste que des fois, il y a des tendances court terme avec des petits déclins court terme. Et ce que je pense aussi, c'est que ce sont d'excellentes opportunités pour investir parce que c'est aussi le moment où vous avez des gens qui sont inquiets. Et les gens qui sont inquiets, ça veut aussi dire des prix bas et donc des bonnes opportunités à prendre. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que je vous ai donné une bonne update claire de ce qui se passe en Thaïlande. Et puis, un dernier mot, mais j'insiste là-dessus.
Ne suivez pas trop les médias, ne vous inquiétez pas trop par rapport à ce qui se passe dans les médias. C'est bien souvent éloigné de la réalité de ce qu'on vit ici. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!